photos. Alors, je suis à Mensa, je suis adhérente de Mensa depuis plus de 20 ans. Voilà. Et dans la vraie vie, on va dire, j'étais, parce que maintenant je suis retraitée, j'étais enseignante en élémentaire. Après ça, je suis devenue maître formateur. Après ça, j'ai travaillé en circonscription en tant que conseillère pédagogique. Voilà. Sur la fin de ma carrière aussi, j'ai fait de la formation pour les futurs professeurs des écoles pour justement leur apprendre à prendre en charge un enfant au potentiel. Voilà. Bien. Et donc, je pourrais répondre aussi à quelques questions, justement, et quelques pistes pour, justement, prendre des enfants en charge. Voilà. Bien. Voilà. Alors, je vais vous parler de la croissance, on va dire, depuis la naissance jusqu'au monde du travail. On va dire, en gros, jusqu'à la fin des études secondaires. Bon. Alors, bon, tout simplement, après ça, un petit enfant naît. On ne sait pas du tout s'il est HPI ou pas HPI. Hein. Bon. Il grandit, il découvre le monde, il communique, il marche, il parle, il questionne. Ah, déjà questionner, effectivement. On peut se poser déjà un petit peu de questions. Je pense quand même que les enfants à haut potentiel ont quand même une tendance à justement, en fonction de la curiosité, justement de questionner. Voilà. Bon. Je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que ça va mieux là ? Oui, ben, si tu veux. Est-ce que... Ah, ça va tout de suite mieux quand même. Effectivement. Bien. Alors, voici quelques observables chez un enfant. Alors, d'abord, ce qu'il faut, le prolongement de ce qu'a dit Fabrice, c'est qu'effectivement, il y a un biais de recrutement. Moi, déjà aussi, j'ai oublié de vous dire que je suis déléguée aussi à Mensa pour les enfants au potentiel. Et je suis aussi correspondante régionale. Alors, moi, mon travail, c'est justement mon travail bénévole, bien entendu, puisque c'est associatif. C'est donc j'ai créé un réseau de correspondants régionaux dans toute la France, y compris les DOM et les DOM, hein, voilà, pour que les parents puissent appeler justement les correspondants quand ils ont des soucis avec leur enfant. Et après ça, on essaye de trouver une solution, et il y a toujours une solution. Donc, fatalement, moi, quand les parents m'appellent, c'est jamais pour me dire que tout va bien. Donc, je suis effectivement dans le fameux biais de recrutement, c'est-à-dire que moi, je ne m'occupe que des enfants pas 100% bien. Sinon, on ne me téléphonerait pas. Voilà. Voici. Alors, quelques observables chez le jeune enfant à haut potentiel. Bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y en a pas deux pareils. Hein. Donc, c'est comme chez les enfants non HPI, il n'y en a pas deux semblables. Voilà. Alors, déjà, le premier indicateur, c'est que souvent, je dis souvent parce qu'il n'y a pas de généralité. Mais, donc, ils parlent souvent tôt et bien. Par exemple, il y avait une petite puce, 2 ans, qui parlait déjà très bien. Elle était encore dans sa poussette, et les gens autour se disaient, mais qu'est-ce qu'il parle comme ça? Elle faisait déjà des phrases complexes, avec une bonne prononciation, etc. Voilà. La petite Juliette, s'est avérée par la suite un enfant au potentiel, et maintenant elle est adulte, et tout va bien. Voilà. Bon, ces enfants-là sont souvent en avance. Globalement en avance. Globalement, effectivement, au niveau du langage. Ils peuvent être aussi en avance aussi au niveau moteur. Et donc ça fait partie des premiers indices. Alors, par contre, ces enfants-là, comme n'importe quel enfant d'ailleurs, hein, peut très bien avoir un développement hétérogène. Par exemple, il
Il y en a qui vont s'amouracher de tout ce qui est technique, hein, de tout ce qui est scientifique, et éventuellement délaisser un petit peu tout ce qui est littéraire. Mais ça peut être aussi le contraire. On se retrouve parfois avec des enfants qui lisent de bonheur et qui dévorent après ça les livres et qui délaissent un petit peu tout ce qui est technique. Il y a de tout, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Et puis, il y a aussi tout ce qui est artistique. Bien, alors, il est curieux et a souvent des centres d'intérêt, nombreux centres d'intérêt. Donc, ça peut être dans n'importe quoi, ça peut être au niveau des dinosaures, ça peut être au niveau de la science, ça peut être au niveau de beaucoup de choses. C'est un enfant qui questionne beaucoup, justement, puisqu'il a envie de savoir. C'est un enfant très curieux, il a envie de savoir, donc comme il a envie de savoir, il pose beaucoup de questions. Voilà. Alors, par exemple, le petit Loïc, lui, il a surinvesti la technique, il adore tout ce qui est scientifique. Tout ce qui est scientifique, et il se pose beaucoup de questions. Il dit, papa, pourquoi quand on pédale, on fait un petit tour et que la roue, elle fait un grand tour? Ah bon, d'accord, bon. C'est souvent l'heure de dîner. Et puis, c'est juste une anecdote, c'est pas une généralité, ça va de soi. Hein. Et à un autre moment, le petit Loïc, qui regarde le TGV, mais qui dit, mais comment ça se fait, papa? Il regarde les barres de métal, mais comment il fait le train pour passer avec les barres de métal? Il y a les soucoupes, etc. Passer tout ça. Il se pose des questions que beaucoup d'autres enfants ne se poseraient pas. Bon, alors, au niveau de la lecture, il y a des enfants HP qui apprennent comme tout le monde, hein, en CP, et puis il y en a qui ont compris un petit peu le système bien avant. Alors, quand on dit parfois il apprend à lire seul, j'ai quand même mis des guillemets, parce que la lecture ça tombe pas du ciel quand même. Ça veut dire qu'on lui a lu des histoires, ça veut dire qu'on lui a montré des mots, ça veut dire qu'il a compris que finalement on accroche deux lettres ensemble, ça va faire déjà une syllabe, enfin bon, et rapidement il va repérer des mots, ça il n'y a plus qu'à monter, il n'y a plus qu'à apprendre les correspondances entre le phonème et les graphèmes, et après ça l'enfant déjà il a monté sa lecture comme ça, sans rien dire à personne, et parfois de temps en temps, les parents ne s'étaient pas rendu compte que leur enfant savait déjà lire. Ça, c'est quand même déjà l'enfant très aujourd'hui. Hein. Voilà. Mais normalement, un enfant à haut potentiel en école élémentaire, dans la majorité des cas, vraiment ça se passe bien. Il est souvent créatif aussi. Alors, le créatif, bon, ils ne sont pas tous créatifs, il n'y a pas de certitude pour la totalité, bien entendu. Il est souvent créatif. Alors, créatif, c'est pas seulement dans une seule chose. Il y en a qui peuvent créer des histoires, il y en a qui peuvent créer des choses dans l'artistique, il y en a qui peuvent créer des choses dans la technique. Par exemple, le petit Loïc, lui, il avait envie de mettre d'un altimètre au bout de ses skis. À un autre moment, il voulait motoriser les balais des toilettes, donc il avait tenté ces petits outils, ces petits Legos, etc. Il n'a pas réussi, l'idée était bien là. Il avait aussi pensé à autre chose aussi, il avait pensé aussi à créer une pelle c'est pas une pelle à tarte, ça serait une pelle à Charlotte, parce qu'il se disait qu'à chaque fois qu'on coupe la Charlotte et qu'on met la pelle en dessous, le temps qu'on arrive jusqu'à l'assiette, ça tombe par terre. Donc il se disait, bon, il avait quoi, 8 ans peut-être, 8 ans devant, il se disait que justement, si on faisait quelque chose, une pelle verticale comme ça, ou comme ça, on pourrait choisir la largeur de la part, et en plus de ça, on mettrait quelque chose en dessous, et comme ça, le temps d'arriver jusqu'à la table, l'assiette surtout, eh bien, il n'y aura pas de problème. Donc ça, c'est la créativité de certains enfants. Bon, alors, il y a les créatifs, il y a aussi ceux qui apprennent, tout simplement, et qui sont très performants. Bon, alors,
qu'est-ce qui amène les parents justement à se questionner sur le haut potentiel intellectuel? C'est pas juste pour une chose, c'est grâce à un faisceau d'indices qui peuvent me faire penser justement au potentiel intellectuel. Alors là, après ça, on se dit, à quel moment le faire tester? Bon, à quel moment le faire tester? Finalement, on peut se dire, bah oui, tiens, il semble un petit peu, il y a quand même quelques observables de haut potentiel intellectuel. C'est peut-être, c'est pas sûr. On peut le faire tester, on peut ne pas le faire tester. Petit enfant rentre à l'école. Ça s'adapte bien. L'apprentissage se passe souvent bien. Son efficacité. C'est un découvreur des nouvelles notions. Moi, ça, c'est ce que j'ai constaté aussi sur, parmi mes élèves, on va dire des mots. Tu entends mieux? Bon, il faut me le dire. Hein. Voilà, n'hésitez pas. Voilà. Alors, c'est souvent un découvreur des nouvelles notions. C'est-à-dire que quand on découvre à l'école, bon, admettons, on est en CP, CE1, CE2, l'enseignant inscrit quelque chose au tableau avec une situation problème. Souvent, mes petits enfants intellectuellement précoces, justement, ce qu'on appelle maintenant au potentiel intellectuel, sont justement parmi les premiers à avoir compris. Voilà. Alors que d'autres, qui sont souvent les premiers de la classe, les premiers de la classe ne sont pas forcément les découvreurs. Parfois, les premiers de la classe, ce sont justement des enfants qui ont tout bien appris, on leur a expliqué, ils ont bien assimilé, et après ça, ils savent parfaitement recracher, réinvestir. Parfois, ne mouille pas sur le pourcentage, bien entendu. Le pourcentage, c'est absolument pas mon truc. Moi, je me positionne donc en enseignante et en pédagogue. Voilà. Donc l'enfant qui assimile et qui réinvestit, effectivement, souvent est excellent. Celui qui découvre, parfois, ne se donne pas la peine forcément d'installer la méthodologie qui permettra de réinvestir par la suite. Mais ce n'est pas bien compliqué pour y remédier. Bon, l'ado entre au collège et au lycée. Bon, certains n'ont besoin de rien. Elle s'adapte. Alors j'ai dit il, elle, mais on peut quand même aussi dire que la fille s'adapte, on va dire, davantage. La fille est souvent plus adaptable, effectivement, et elle passe souvent en dessous du radar. Donc, éventuellement, les filles ne sont pas très détectées. Par exemple, un ancien, qui maintenant est décédé, psychologue de Nice, comment s'appelle-t-il? Je ne me rappelle plus. Peu importe, disait qu'il testait une fille pour 5 garçons. Ce n'est pas parce que les filles ne sont pas aussi intelligentes, mais tout simplement parce qu'elles cachent davantage leur spécificité. Pardon? Tu relèves ton micro. Ah, je relève le micro. Ok. Donc, c'est un découvreur, mais ce n'est pas forcément un bon restitueur. Mais pour cela, c'est pas bien compliqué. On va travailler justement la méthodologie. La méthodologie est quelque chose qui manque parfois, justement, aux enfants à haut potentiel. Alors, si ils n'ont pas pris l'habitude d'installer une méthodologie, ça peut poser problème. Mais ce n'est pas bien compliqué pour y remédier, voire pour anticiper. Alors, là, je vais vous parler du PPRE, mais un petit peu après. Alors, le PPRE, projet personnalisé de réussite éducative pour les EHP, élèves à haut potentiel. Alors, attention au passage de la 4e. Pourquoi la 4e? Parce que c'est la classe de la méthodologie. Donc, il va falloir faire attention, justement, à voir comment ça se passe, à voir si les enfants arrivent justement à
s'adapter à cette méthodologie. Bon, quels sont quelques observables et adaptations pédagogiques? Bon, la chose, effectivement, on a déjà parlé, c'est éventuellement l'ennui. Pourquoi l'ennui? Pourquoi ils s'ennuieraient plus que les autres? C'est pas compliqué. Ils sont souvent plus rapides. Je dis bien souvent, parce que parfois, il y en a qui sont lents parce que perfectionnistes, ou qui sont standards. Voilà. Donc, si c'était rapide, il a tout compris, il a fait son travail rapidement, hein, et après ça, admettons qu'il ait fait son travail en 10 minutes, et pour les autres, admettons que les autres aient mis minimum 20 minutes. Ça veut dire que la moitié du temps, ils s'ennuient. Donc, si c'est une fois de temps en temps, c'est pas bien grave. Si c'est à répétition, ça va finir par poser problème. Ça veut dire que l'enfant risque éventuellement de s'ennuyer, donc de se désintéresser de l'école, hein, et éventuellement de ne plus avoir envie de venir à l'école, tout simplement. Voilà. Bien. Alors, parmi les conséquences possibles, alors, ceux qui sont bien calmes rêvent éventuellement, ils bricolent, ils développent éventuellement, ils peuvent développer éventuellement un comportement inadapté avec éventuellement de l'énervement, des enfants qui n'ont pas un comportement adapté. Hein. Et puis, éventuellement, il peut devenir sous-réalisateur. Alors, sous-réalisateur, moi j'en ai eu un dans ma classe, bon, c'était en CE1, c'était pas au collège, hein. Voilà, mais c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il s'était rendu compte que si le travail évitait bien, après ça, il s'ennuyait. Donc finalement, il avait commencé à traîner, etc., jusqu'au moment où je lui ai donné un travail différent. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc les adaptations pédagogiques. Alors la première des choses, à la personne qui avait posé la question, c'est la différenciation. Hein. Différenciation, on a le même objectif d'apprentissage, mais par contre, il y a des choses différentes, et c'est déjà la difficulté. Hein. Par exemple, si on fait une séance de problèmes, dans la séance de problèmes, moi, personnellement, je mettais 3 niveaux. 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Tout le monde devait faire les 2 premières étoiles. Les 2 premières étoiles, sur les enfants en difficulté, j'allais m'occuper éventuellement d'eux pour les démarrer. Et puis, la 3e étoile, attention, c'est un défi. Il y a des difficultés supplémentaires. Donc là, c'est pas un exercice de plus avec la même difficulté, parce que là, effectivement, ça les ennuierait. Mais là, s'il y a des difficultés complémentaires, là, c'est un défi. Et en général, ça les accroche bien. Bien entendu, il y a les EHP qui vont être concernés, mais pas que. Hein, parce qu'il y a aussi d'autres enfants qui ne sont pas forcément à haut potentiel, mais qui sont déjà bien dégourdis, qui sont rapides, et qui ont besoin, justement, d'avoir davantage. Donc là, c'est l'augmentation de la difficulté. Bon, après ça, il peut y avoir un enrichissement. Alors, l'enrichissement, admettons qu'on travaille sur la géographie. Hein, si on travaille sur la géographie bon, pour apprendre tout, admettons, sur les montagnes, eh bien, on peut très bien, pour les enfants qui ont besoin d'avoir plus, donc les enfants au potentiel et éventuellement d'autres qui ont besoin, avec, par exemple, un travail supplémentaire, admettons que ce soit sur les métiers, ça peut être éventuellement sur la flore et la faune, ça peut être sur les métiers, enfin bon, il y a de nombreuses façons, justement, d'enrichir un même sujet. Voilà. Après, il y a aussi le décloisonnement. Quand on a un enfant qui est vraiment demandeur, on peut très bien commencer à le faire travailler avec un niveau de la classe supérieure. Alors, on peut le faire à l'intérieur de la classe, hein, ou aussi on peut le faire en décloisonnement. C'est-à-dire que l'enfant peut aller, par exemple, on peut commencer par un quart de journée dans le niveau supérieur, déjà dans le niveau supérieur et dans une matière dans laquelle il est à l'aise, bien entendu. Voilà. Et donc, après ça, l'enfant se rend compte qu'il peut le faire, même avec les autres de l'année supérieure. Hein. Et puis, en plus de ça, il se fait des nouveaux copains.
parce que ça, les copains, c'est quand même très important aussi quand on parle de saut de classe. Hein. Mais justement, le décloisonnement peut mener vers le saut de classe, c'est-à-dire qu'on commence à le faire travailler avec les copains, ils se font des copains, ils se rendent compte qu'ils peuvent le faire, et après ça, que ce soit les parents, que ce soit l'enfant ou que ce soit les enseignants, tout le monde est rassuré sur le fait que tout se passera bien puisque ça a déjà été expérimenté partiellement. Voilà. Donc le saut de classe, il faut quand même bien y réfléchir. Il faut voir aussi, premièrement, si l'enfant a envie, hein, tout simplement. Si les parents le sentent bien aussi, il ne faut pas que les parents soient hyper stressés non plus. Mais en général, ça se passe bien. Quand on a fait justement cette histoire de décloisonnement, etc., tout ce qu'il y avait avant, normalement, ça se passe bien. Et au niveau des copains, il garde les anciens copains, et en plus de ça, il en a d'autres. Alors, le fameux PPRE-EHP, projet personnalisé de réussite éducative pour les élèves à haut potentiel. Bon, alors c'est un accord tripartite entre les enseignants, ou les enseignants, ça dépend effectivement si c'est premier ou second degré, les parents et l'enfant lui-même, parce que c'est quand même lui qui est concerné, on ne va pas tout décider pour lui. Hein. Voilà, donc on fait une réunion, justement, pour voir quels sont les points forts de l'enfant au potentiel, quelles sont éventuellement les faiblesses, parce qu'il peut y avoir des faiblesses. Voilà. Et après ça, donc, chacun le signe, et on essaye de voir, j'ai oublié de dire, on essaye de voir justement quelles sont les actions que nous allons mener. Voilà. Et donc, après ça, au bout de quelques mois, on refait une seconde réunion pour voir ce qu'il en est de ce qu'avait été décidé. Voilà. Alors, ce PPRE-EHP, ce n'est pas si les enseignants le veulent. Ça fait partie des obligations des enseignants. À partir du moment où un enfant a obtenu 130 de QI minimum, il est considéré comme un enfant à haut potentiel au niveau de l'éducation nationale. Et si les parents demandent un aménagement, les enseignants sont contraints de le faire. Voilà, ça fait partie de leur métier. Hein. On n'a pas le droit de laisser quelqu'un sur le bord du chemin, qu'il soit à droite ou à gauche de la courbe de Gauss. Hein, tout simplement avec des spécificités. Voilà. Alors, le problème, effectivement, c'est que parfois ce n'est pas respecté, c'est dommage, parce que parfois il suffit de pas grand-chose justement, simplement parfois d'alimenter l'enfant pour que ça se passe. Alors, justement, qui peut envisager le haut potentiel intellectuel chez un enfant? Bon, ça peut être toute personne qui connaît le haut potentiel intellectuel, mais c'est pas forcément, on n'a pas forcément quelqu'un qui connaît autour de soi. Là est le problème. Bon, ça peut être un personnel de crèche déjà, après ça peut être un enseignant de l'école. Même déjà à 3 ans, on se rend compte parfois aussi qu'il y a quelque chose déjà dans cet enfant, que cet enfant est vraiment en avance par rapport aux autres, etc. Déjà en langage, etc. On se pose déjà, on est déjà en train de se poser des questions. Alors, il y a l'enseignant, il y a la famille, il y a les amis. Il suffit d'avoir une personne qui connaît, qui a connu, etc. et qui est un petit peu, voilà, qui est un petit peu réfléchir, qui se renseigner sur la chose, pour effectivement avoir cette hypothèse. Bon, n'importe comment, ce n'est pas juste une chose inobservable, mais c'est surtout un faisceau d'indices qui mène les parents à faire tester leur enfant. Alors justement, le rôle des enseignants, parce qu'on a dit que souvent, oui, bien entendu, les enfants à haut potentiel sont souvent en avance dans leur développement et dans leurs compétences. Mais alors, en avance, c'est bien gentil, en avance, mais en avance, c'est par rapport à qui, par rapport à quoi? Donc le rôle primordial des enseignants dans la détection des enfants à haut potentiel. Parce que les enfants qui côtoient l'enfant, les personnes qui côtoient l'enfant ne connaissent pas toujours les spécificités, justement, des enfants à haut potentiel. Bon.
D'abord, effectivement, l'enfant au potentiel, il peut avoir des domaines préférentiels, comme par exemple être excellent dans la technique, ou par exemple, ou effectivement lire en avance, mais éventuellement investir un domaine, mais pas forcément tous les domaines. Ce qui viendra plus tard, bien entendu. Bon, alors au niveau des parents, il y en a qui disent, bah ouais, bah oui, mais moi n'importe comment, bah, mes enfants, moi j'ai 3 enfants, ils sont tous pareils, alors non, ils sont normaux, quoi. Pas normaux, oui. Ils sont HP. Voilà. Bon, alors, il faut effectivement, c'est beaucoup plus facile pour un enseignant de se dire, ah bah voilà, celui-là, il est quand même beaucoup plus en avance par rapport aux autres enfants. Donc, l'observation des enseignants est quand même assez primordiale. Ou éventuellement, alors là on parlait effectivement d'une fratrie de 3, mais on peut aussi parler des parents. Alors, je ne sais pas où en sont les recherches par là-dessus, pas dessus, mais fut un temps où on disait que c'était partiellement héréditaire et partiellement éducatif. Donc, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, ça revient aux parents. Voilà. Donc, quand les parents quand un des parents est HP, on peut déjà aussi s'interroger. Ce n'est qu'une interrogation, c'est pas une réponse affirmative, bien entendu. Voilà. Et donc la maman, éventuellement, ou le papa dit ouais, mais moi c'était pareil, j'étais pareil quand j'étais petit, quand j'étais petite. Ah ouais, c'est normal, on est tous pareils. Bah, on parle correctement, bébé, c'est normal qu'il parle correctement. Voilà. Donc réussite ou difficulté. Voilà. Donc, alors, les études de Nicolas Gauvry, qui a fait des statistiques, ont montré qu'une grande partie des enfants au potentiel ne rencontrent pas de difficultés. Des difficultés majeures dans son parcours scolaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je ne suis pas dans les statistiques, moi, je suis effectivement, je m'occupe des enfants qui ont eu des soucis. Voilà. Donc, je ne suis pas justement dans ces statistiques-là, mais je suis dans l'aide aux enfants. Bon, il y a le mais. Certains enfants au potentiel peuvent présenter des difficultés à un moment. Pas parce qu'ils présentent une difficulté à un moment que ça va être toute leur vie. Hein. Bon, et on peut y remédier ou on peut même les anticiper. Donc c'est là qu'on en revient à mon PPRE de précédemment. Et là, à partir du moment où on prend en compte l'enfant au potentiel, il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas. Hein. Bon, alors parmi les clés de la réussite, moi, au niveau des conseils, s'il y avait un seul mot, ce serait la méthodologie. Hein. Méthodologie, c'est vraiment la clé de la réussite. Bon, alors, méthodologie organisationnelle. Alors, vérifier le cartable. Aider un enfant en 6e, par exemple, à faire son cartable. Bon, puis aussi bien avant aussi, mais bon, en général, quand ils rentrent au collège, ils aimeraient bien être un petit peu lâchés, mais il ne faut surtout pas les lâcher. Il ne faut pas les lâcher, il faut les aider à s'organiser, les aider à apprendre. Donc, méthodologie organisationnelle, on vérifie cahier, les livres, la trousse, le classeur. Alors, le classeur, c'est pas toujours évident, hein, mais les classeurs, bah, ça, c'est le rôle aussi des parents. On ne peut pas demander aux enseignants de tout faire, c'est aussi aux parents de vérifier justement si tout se passe bien. Alors, moi, je me rappelle effectivement de mon fiston, quand il est rentré au collège, il partait, un jour il est parti avec un short, il a laissé le short, et puis la fois suivante, je lui ai redonné un deuxième short, il a ramené le premier, mais il a laissé le deuxième. Donc ça, c'est un petit peu difficile. Voilà. Mais bon, c'est pareil. Maintenant, il a 35 ans, je vous rassure, maintenant, il n'oublie plus ses shorts. Hein. Voilà. Bon. Alors, méthodologie dans les apprentissages. Alors, dans les apprentissages, apprendre à apprendre. C'est pas toujours évident, ni pour les c'est pas évident pour les HP, c'est pas forcément évident non plus pour les autres. Hein. Donc, apprendre à apprendre, c'est pas du tout évident. Alors, l'enfant qui a des facilités, il a compris lors d'une situation de découverte, il a compris dans les premiers, etc.
mais il ne se donnera pas forcément la peine d'aller au fond des choses et d'installer justement une méthodologie. Hein. Donc, les leçons, par exemple, les leçons principalement quand on rentre au collège, c'est un petit peu plus difficile. Parce que, bon, en général, à l'école élémentaire, il n'y a pas énormément de choses à mémoriser. Quand maintenant, on rentre en 6e, 5e, etc., on a déjà une belle page à apprendre en histoire, géo, sciences, avec des termes, etc. C'est pas toujours facile. Donc, il faut les aider, justement, à installer une méthodologie dans leurs apprentissages. Par exemple, aussi, pour présenter un problème, apprendre à poser une opération aussi. Apprendre à poser une opération, si les enseignants ne travaillent pas suffisamment sur comment fait-on pour poser une opération, ce qui est simple, là je reviens au premier degré, hein, c'est pas toujours évident et ça peut causer quelques soucis. Voilà. Donc, apprendre à apprendre. J'avais discuté aussi avec une pédagogue qui disait que pour apprendre une belle leçon d'une bonne page, une page voire 2 pages, donc là on est plutôt au collège voire au lycée, ce qui était intéressant, c'est de faire le squelette de la leçon. Hein. C'est-à-dire, bon, on surligne déjà les mots, on va dire les mots scientifiques. Déjà, on va essayer de faire le squelette de la leçon. Après, la première des choses, c'est déjà de travailler sur les compréhensions. Hein. Et après le squelette de la leçon, apprendre ce squelette de la leçon, qui là, ça sera pas trop difficile parce qu'il n'y aura pas grand-chose quand même à mémoriser. Et après, leur apprendre à redéployer ce squelette pour justement avoir toutes les données qui puissent exister justement pour le contrôle. Alors, au niveau des clés de la réussite aussi, bienveillance et encouragement. C'est pas parce que l'enfant est à haut potentiel intellectuel qu'il doit forcément être le premier de la classe. Hein. Faut pas lui tomber dessus non plus à la première mauvaise note. Ou voilà, on va dire à la première difficulté, à la première chose un petit peu bizarre. Hein. Donc il faut surtout les encourager. Parce qu'on s'imagine qu'il y a un enfant au potentiel, ceux qui ont été testés qui savent qu'ils le sont. Hein. Faut pas s'imaginer qu'ils ont une grosse confiance en eux. Parfois, certains affichent une grande confiance en eux, et d'autres, au contraire, manquent de confiance en eux. Donc, il va falloir les encourager systématiquement. Et voilà, éventuellement, s'il y a une petite faiblesse quelque part, l'aider dans la faiblesse, mais surtout pas l'enfoncer dedans. Voilà, chacun, n'importe comment, HPI ou pas HPI, a ses forces et ses faiblesses. Voilà. Alors au niveau, bon, après ça, on est au collège, on tombe dans l'adolescence. On se dit, voilà, comment je vais faire pour avoir encore un petit peu d'impact sur lui. Bon, surtout ne privez pas l'enfant de ce qu'il aime, hein, parce que tous les ados sont quand même un petit peu fragiles. Alors quand ils ont des passions, surtout ne les privez pas de leur passion en lui disant, bah tu vois, Pierre, je te prive de ça, hein, comme ça la prochaine fois tu travailleras mieux, tu seras plus sage, tu seras plus etc., etc. Voilà. Ne pas priver de ce qu'il aime, surtout trouvez-lui des passions. Un enfant qui a des passions déjà aussi, il a plus de chances d'avoir une croissance, une adolescence sans trop de problèmes. Voilà. Bon, donc on privilégie le renforcement positif, on essaye de féliciter à chaque fois qu'il y a quelque chose de bien de fait, même si c'est pas parfait. Voilà. Et lui donner aussi des activités sur le temps scolaire. Alors, hors scolaire. Hors temps scolaire, oui. Donc, bien sûr, bon, on a toujours tendance à dire, ouais, n'importe comment, l'école, ça va pas à l'école, il y a ça, ils sont nuls, etc. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que parfois, même souvent, quand on trouve un bon équilibre aussi à la maison, ça aide bien à passer aussi quelques difficultés. Et puis il faut voir aussi, parce que j'ai toujours expliqué à mes enfants aussi, c'est que quand on est au collège ou au lycée, bon, on a pas mal de profs, et que déjà, chaque année, logiquement, il y a un prof avec qui on ne va pas s'entendre. Là, il va falloir faire avec.
Voilà. Mais donc, le hors temps scolaire, si votre enfant s'éclate en faisant, que ce soit du foot, que ce soit du théâtre ou n'importe quoi, effectivement, il va trouver un certain équilibre. Voilà. Bon, maintenant, parmi les généralités, un enfant au potentiel n'est pas forcément le premier de la classe. Il n'a pas besoin d'être le premier de la classe, l'essentiel, c'est qu'il trouve sa place et qu'il soit heureux. Bon, un enfant au potentiel n'est pas forcément bon en tout. Il peut avoir aussi des domaines de prédilection, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure. Hein. Le premier de la classe n'est pas forcément un EHP, mais ça peut être simplement un enfant parfaitement scolaire. Ils ne sont pas tous bien scolaires, loin de là. Bon, alors, ce qu'il faut savoir aussi, j'arrive déjà là, on va dire niveau bac. L'enfant au potentiel, il ne sera pas forcément médecin, notaire ou avocat. Hein. C'est pas parce qu'il est très intelligent qu'il va faire des super études, etc. Hop là. Bon, parmi les métiers, il y a tous les métiers qui sont possibles. Hein. Ça peut être dans tous les domaines, musicien, artiste, boulanger, informaticien, enseignant, psychologue, voilà, tout est possible. Voilà. Alors, pour terminer, je vais vous montrer, je vais vous présenter 4 parcours de vie. Alors, le premier, c'est Anita. Alors, Anita, elle a eu un parcours tout droit. Elle a pas sauté de classe, elle n'a pas redoublé. Elle a fait médecine, elle a tout réussi, parcours tout droit, elle a fait une spécialité, voilà, elle n'a eu qu'un seul métier, ne s'est pas reconvertie vers autre chose. Anita, c'est la personne comme on imagine les enfants, les enfants et les personnes au potentiel. Hein. La personne qui réussit tout, c'est Anita, mais il n'y a pas que des Anita. Voilà, alors, parcours numéro 2, avec reprise d'études. Bon. Rémi, issu d'un milieu, on va dire, défavorisé, hein, a fait une scolarité scientifique. Oh non, excusez-moi, c'est pas... Ah oui, c'est ça, voilà. Donc, a fait une scolarité sans difficulté. Bon, il a dû arrêter ses études après le bac, parce qu'il est issu d'un milieu défavorisé, et il a dû travailler pour gagner sa vie. Voilà. Bon, il y a déjà ça, et il y a aussi dans son milieu aussi, faire des études, c'était pas bien considéré. C'est important aussi. Voilà. Donc, après, un jour, il a eu la bonne idée d'aller passer un test. Et il s'était rendu compte qu'il était à très haut potentiel. Et donc, il a repris des études à partir du bac. Et il a obtenu un doctorat. Voilà. Donc, en plus de son travail. C'était très méritant. Donc ça, c'est un parcours de vie avec reprise d'études. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a très souvent aussi des personnes à haut potentiel qui ont changé de profession avec ou sans études. Donc les changements de voie sont fréquents. Alors, parcours de vie avec changement professionnel. Valérie a eu une scolarité brillante, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le HPI qui arrive au bac, bon, qui a toujours été très un très bon élève, aussi il se dit je vais quand même faire je vais faire médecine, je vais faire une école de commerce, je vais faire voilà. Donc un petit peu poussé éventuellement par la famille, bon, elle a fait une école de commerce. Et puis une fois qu'elle avait fait son école de commerce, elle s'est rendue compte que la finance, ça la passionnait pas, elle avait vraiment envie de s'occuper des humains. Donc, elle a refait des études de psychologie. Donc, combien 4 ou 5 ans, je crois. J'avais dit 5 ans, il me semble. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, ça a été un changement professionnel, mais qui là correspondait à ce qu'elle aimait. Ce qu'elle aimait et vraiment son aspiration. Voilà. Alors, le parcours de vie tumultueux, on en revient à notre petit Loïc. Loïc avec ses pelles à tarte. Il a sauté la grande section, il était déjà en tête de classe. Voilà.
Puis, il a poursuivi sa scolarité, peu d'investissement, pas scolaire. Bon, alors lui, par contre, c'était le scientifique, hein, pas du tout littéraire. Hein. Donc, il excellait dans les matières scientifiques, il a délaissé le reste, principalement, tout ce qui était littéraire. Voilà, il a eu son bac, il a presque eu la mention, uniquement avec les notes, justement, scientifiques. Parce que tout ce qui était notes dans les matières littéraires, donc le français, la philo, l'histoire géo, etc., tout ça, c'était en dessous de la moyenne. Voilà. C'était vraiment le grand hétérogène. Hein. Voilà. Alors après ça, il a fait un DUT de génie mécanique et productique. Après son premier DUT, il s'est dit, bon, non, ça me plaît pas. Donc il a refait un deuxième DUT en informatique. Voilà. Et après ça, il a tenté de créer une start-up. Il a créé des applications pour téléphone. Et maintenant, il travaille dans l'événementiel. Il est DJ, il gagne bien sa vie, il est heureux. Voilà. Donc, Loïc, c'est vraiment j'explore à droite, j'explore à gauche, etc. Et ça, c'est quand même assez fréquent. En tout cas, parmi ce que j'ai observé justement à Mensa. Donc, effectivement, c'est un biais de recrutement, peut-être. Voilà. Mais il y a souvent un besoin, une envie de toucher essayer plusieurs choses. Par exemple, aussi, certaines personnes, certains jeunes, après le bac, vont faire une prépa scientifique, admettons, et puis au bout de 3 mois, ça leur plaît pas du tout, et puis après ça, éventuellement, j'en ai connu un qui était passé carrément en littéraire. Ils ont besoin aussi d'aller expérimenter à droite, à gauche. Certains autres ont des parcours tout droit. Voilà.